l'une des idées qui m'a le plus marqué, c'est à ce moment où on était data scientist en R&D et appliqué à de la cybersécurité et que justement on essayait de rapprocher des logs d'utilisateurs normaux dans un certain espace vectoriel. Enfin, il y a eu la période de la hype de la data science, les métiers les plus sexy, ainsi de Ouais, suite. tout à Je te fait. parle de tout ça. Où on recrutait juste un data scientist sans savoir quoi en faire. C'est exactement. Ouais. Donc, mais l'idée, c'est d'avoir quand même les compétences, enfin, des compétences hybrides, justement, qui me permettraient de pouvoir travailler de end-to-end, en fait, sur des projets data. Hello tout le monde, bienvenue dans ce podcast appelé Data Drift. Il s'agit d'un podcast focalisé sur la data et toutes les technologies connexes. Nous y invitons des CTO, des CDO, des seniors data scientists, data analysts ou même data engineers. Et l'idée, c'est qu'ils nous partagent leur parcours dans un premier temps. Ensuite, qu'ils nous partagent des projets qu'ils ont mis en œuvre, des projets data, histoire que nous puissions tous nous en inspirer. Donc, l'invité d'aujourd'hui est un invité particulièrement inspirant, mais je ne vais pas vous spoiler. Avant d'aller le rejoindre, je vous propose quand même de liker cette chaîne et de partager au maximum afin de nous permettre de la faire grandir très vite. Donc, sans plus tarder, allons retrouver notre invité. Bonjour Mamadou. Bonjour Béranger. J'espère que tu te portes bien. Ça va. Merci. Et toi? Ça va. Pas trop stressé, j'espère. Non, pour cette pré-berve, ça va, je me sens à l'aise là, je me sens prêt à tout éclater. Ok, est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent? Ok, donc comme tu l'as dit au début, je m'appelle Mahamadou, je suis de nationalité nigérienne. Pour ceux qui suivent l'actualité internationale ont certainement entendu parler de mon pays. Donc, il y a actuellement des tensions politiques, donc j'espère que ça va se calmer et que le calme va revenir le plus tôt possible. On espère aussi. Je suis très content de ton invitation parce que c'est pas un exercice facile pour moi, mais je pense que dans la vie, on est toujours amené à se dépasser. Donc, je suis très content que tu sois parti me chercher dans mes retranchements pour que je vienne participer à cet exercice qui va nous faire grandir tous. Merci à toi. Je suis actuellement data engineer, donc lead tech sur un sujet de data engineering que je fais dans un domaine relatif à l'énergie renouvelable. Donc, on est en plein dans l'actualité là. Ah, intéressant. Et si mes souvenirs sont exacts, dans une autre vie, tu étais tu étais data scientist. Et donc, et même ton parcours, quand je remonte un peu plus haut, tu as fait des statistiques agricoles, si mes souvenirs sont exacts. Est-ce que tu peux nous présenter en fait ton parcours entièrement jusqu'à devenir data engineer aujourd'hui? Ok, donc effectivement, j'ai eu un premier parcours de statisticien, on va dire statisticien traditionnel, avec une spécialisation en statistique agricole. Donc c'est un parcours que j'ai commencé juste après le bac. Donc en fait, moi, mes études supérieures, je n'ai fait que de la statistique ou bien de la data science de façon générale. Donc j'ai intégré l'École nationale de la statistique et de l'analyse économique de Dakar, donc l'ENSAE de Dakar, où j'ai fait un premier cycle d'ingénieur statisticien avec une spécialisation en fin de cycle en statistique agricole. Pourquoi la statistique agricole? C'est parce que je cherchais, en fait, en fin de formation, j'ai cherché un moyen de contribuer au développement de mon pays. D'accord. Et j'ai eu la chance d'étudier l'économie et la statistique pendant mon cursus. Et à travers l'histoire de l'économie, en fait, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'économistes qui ont eu un impact important dans l'orientation des politiques économiques de leur pays. D'accord. Ou des fois même au niveau mondial. Donc, s'ils opèrent dans des organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale, par exemple. Donc, je me suis dit que c'est peut-être la voie que je pourrais aussi choisir pour pouvoir contribuer au développement de mon pays, qui est un pays en voie de développement. D'accord. Et plus particulièrement la statistique agricole, parce que je pense que les premières bases du développement, c'est quand même de satisfaire l'autosuffisance alimentaire ou d'assurer la sécurité alimentaire d'un pays. Sinon, tout le reste, je pense que n'aurait aucune utilité si la santé et l'alimentation n'est pas garantie. D'accord. Donc, j'ai voulu me spécialiser dans ce sens-là.
pour pouvoir contribuer au développement économique de mon pays. Et à ce sens, j'ai voulu continuer mes études. J'ai candidaté donc pour un master d'économie à l'Université Laval du Canada, D'accord. auquel j'ai été admis. Sauf que pour ceux qui connaissent le système éducatif américain, les études sont assez chères. Donc, pour multiplier mes chances, j'ai candidaté parallèlement aussi à des écoles donc, qui sont dans la continuité des études statistiques que j'ai déjà faites ici en France, D'accord. dont l'ENSAI de Rennes. Donc, j'ai eu les deux admissions, ENSAI et Université de Laval. Sauf que pour l'Université de Laval, j'ai obtenu une bourse, une demi-bourse, en fait, qui ne me permettait pas de couvrir tous les frais de mon séjour et de mes études. Donc finalement, j'ai choisi l'ENSAI pour venir continuer mes études en statistique, mais avec une dominante un peu plus orientée machine learning, donc au-delà des statistiques traditionnelles, donc machine learning moderne. Ça veut dire qu'à l'ENSAI, tu as obtenu une bourse totale? Oui, j'ai obtenu une bourse qui me permettait de couvrir. Déjà, les études, on était exonérés des frais de scolarité. Donc, en plus de ça, on avait une bourse qui nous permettait de subsister, donc de payer le loyer, la nourriture, ainsi de suite. D'accord. Très, très intéressant, du coup. Donc, c'est à cet effet que j'ai rejoint l'ENSAI, où j'ai fait un deuxième cycle d'ingénieur statisticien avec une spécialisation basée sur 3 domaines principaux. D'accord. Donc, la statistique, machine learning, data science, peu importe comment on va l'appeler. Donc, toute la partie qui concerne la modélisation. Donc, la partie data qui concerne la partie modélisation. Ensuite, le deuxième domaine ou la deuxième catégorie, c'est l'informatique. Donc, dans mon cursus, j'ai aussi fait beaucoup de développement logiciel, donc que ce soit développement d'applications avec Java, par exemple, ou Python, mais aussi développement web. Et la troisième dominante, c'est la data engineering. Donc, on avait une partie de notre cursus qui était orientée étude des technologies big data, par exemple, à Hadoop, Spark et compagnie. D'accord, très, très, très intéressant. Et donc, pour toi qui avais un cursus plutôt orienté statistique agricole, là, quand tu tombes dans on va dire, un monde plutôt tech, de par tes nouvelles études ou bien la direction que tu donnes à tes études, est-ce que tu as senti une difficulté particulière? Parce que quand on regarde par exemple le profil des Américains, on voit qu'ils ont peut-être commencé à coder depuis le berceau, etc. Est-ce que toi, déjà à quel âge tu as découvert l'ordinateur? Assez tardivement, j'ai un peu honte de si je vois des enfants qui commencent effectivement depuis peut-être la maternelle ou l'école primaire. Moi, j'ai commencé à coder ou en tout cas à interagir avec l'ordinateur quand j'étais au lycée. D'accord. C'était à la seconde. Mais ça c'est quand même assez tôt par rapport à... C'est assez tôt par rapport aux autres étudiants, effectivement, qui viennent des mêmes backgrounds que moi. Okay. Parce que j'étais dans un lycée un peu spécial, donc c'est pourquoi j'ai pu commencer à toucher à l'informatique. C'était de l'informatique plutôt orientée bureautique. D'accord. PowerPoint, Word, la suite Office. Ok. C'était plus ça, ouais. Ok, intéressant. Et du coup, je demandais, est-ce que du coup, quand tu es venu en cursus data science, informatique, tout ça, est-ce que tu as eu un problème d'adaptation? Alors, oui et non. Oui, parce que en fait, même l'école était conscient qu'on avait un background qui n'est pas très tech. D'accord. Que venons des écoles de statistiques africaines. Je pense que les choses ont changé, ont évolué maintenant, puisque avec la prolifération de l'intelligence artificielle partout, les écoles sont en train d'adapter leur cursus. Mais on a même eu à faire des cours de rattrapage en informatique, ce qui est modélisation, par exemple, des bases de données, monter en compétence sur les langages de programmation orientés objets comme Java. Donc, on a eu des cours de rattrapage en parallèle de nos études, donc pour rattraper un peu nos camarades qui étaient déjà dans le cycle. Donc, on a rejoint à l'ENSAI. D'accord. Mais moi, je pense que ce qui m'a facilité la chose, c'était un peu mon amour pour la programmation, donc qui a fait que ce n'était pas comme du rattrapage, c'était un peu plus comme de l'amusement pour moi. D'accord. Ça a facilité cette montée en compétence. D'accord. Très, très, très intéressant. Et pour ayant travaillé avec toi déjà à nos débuts, en tant que data scientist et connaissant un peu ton niveau aujourd'hui,
je vois quand même que tu as eu une ascension assez fulgurante en termes de connaissances techniques. Et du coup, est-ce que qu'est-ce que c'était quoi ta sauce secrète? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour quelqu'un qui a quand même euh, commencé la programmation dans la dernière partie de ses études? Et est-ce que c'est quelque chose, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as utilisé comme secret? Comment ça s'est fait? Comment, voilà, tu justifies tout cela? Alors, merci déjà pour tes compliments. C'est très gentil. Je ne sais pas si c'est une sauce secrète, mais l'approche que j'ai utilisée, pour moi, c'est ce que j'appellerais un apprentissage passif. D'accord. Euh, C'est que j'utilise mon temps libre pour apprendre des technologies, des langages, des outils, des frameworks en fait, qui sont liés à la tech de façon générale, sans me dire que je vais les utiliser directement demain dans mon travail. Par D'accord. exemple, j'ai appris à faire du développement mobile Android ou bien cross-platform avec React Native. D'accord. J'ai appris à faire du développement web avec React, JavaScript et HTML. Appris à faire de la data vis avancée avec la librairie D3JS. Donc, sans me dire que forcément, c'est des choses que, en Tu tant que en data auras besoin, scientist, que je quoi. vais directement utiliser demain. Et des fois, j'apprends ces choses-là et je me trouve dans un projet, dans le cadre professionnel, où je vais être amené à utiliser soit la chose que j'ai apprise ou bien une technologie connexe, en tout cas, ou qui est assez proche. Donc, je D'accord. pense que ça me facilite la chose, ça facilite la montée en compétences. Et l'autre facteur en tout cas, ça, c'est mon impression personnelle, c'est que le fait d'apprendre de diverses technologies en fait, qui ne sont pas nécessairement directement liées entre elles, me permet, dans le cadre professionnel, en fait, si je dois monter en compétence sur une nouvelle technologie, c'est comme si j'ai déjà fait une espèce de Oui. musculation de mon cerveau. Donc, ça me permet de rapidement prendre en main une nouvelle technologie que je ne connais pas et de monter en compétence là-dessus. Oui. Parfois même, on retrouve des patterns en toutes ces technologies. Exactement. Bah, pour une petite anecdote, ma femme actuellement est en train de suivre une formation dans le développement web. D'accord. Donc, des fois, je me retrouve à l'aider à débugger ses codes sur des frameworks dont j'ai juste entendu parler, dont j'ai juste entendu de nom, comme D'accord. Symfony ou autre. Donc, D'accord. je me trouve des fois à l'aider à débugger parce que j'ai connu quelque chose d'assez similaire, ou en tout cas, on développe une culture générale de toutes ces choses-là qui permettent de facilement s'y retrouver D'accord. lorsqu'on y est confronté. D'accord. D'accord. Très, 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 très intéressant. Mais du coup, on est d'accord que ça demande quand même de sacrifier son temps personnel. Et qu'est-ce que tu conseilles aux juniors, par exemple, qui nous écoutent? Comment ils font pour s'en sortir, surtout dans cette multiplicité de techno à apprendre? Comment on fait? Est-ce qu'on peut y arriver tout en ayant une vie sociable? Oui, on peut y arriver. Alors moi, je suis un peu casanier, donc c'est un peu plus facile pour moi de le faire. D'accord. Euh, Après, c'est une question de volonté. Je pense que si on a la volonté de monter en compétence sur un sujet, on le peut. Il faut juste acquérir les bases. Ça, je pense que ça, c'est pas négociable. Avoir les bases dans n'importe quel domaine dans lequel on veut évoluer. Maintenant, si on veut plus, après la vie, le temps n'est pas illimité, donc le temps n'est pas extensible à l'infini. Donc, il faut sacrifier quelque chose, une sortie le week-end pour apprendre une nouvelle technologie. Moi, je le fais. Je dis déjà que j'ai été casanier, donc ça facilite les choses pour moi, mais je le fais aussi parce que j'aime la programmation. Donc, je n'ai pas d'explication là-dessus, mais j'aime vraiment venir devant l'ordinateur, programmer quelque chose, une application, un petit site web, intégrer un petit modèle que j'avais entraîné sur une interface. Tu vois, ces genres de petits plaisirs, entre guillemets. Donc, je ne trouve pas ça comme une contrainte ou comme comment dire, une corvée. Pour moi, D'accord. c'est plus de l'ordre du plaisir pour moi, donc c'est assez facile pour moi. D'accord, ça veut dire que, en fait, si je résume, le secret, c'est déjà d'aimer ce qu'on fait. Oui. Et ensuite, de ne pas hésiter à y mettre son temps personnel pour monter en compétences. Oui, effectivement. D'accord, très, très intéressant. Et donc, tu étais data scientist. Je suis toujours data scientist. Comment tu me connais au passé? Ah non, parce que là, tu es passé data engineer. Là, je ne comprends plus. Tu es data engineer, tu es tech lead. Je veux bien comprendre. Et du coup, tu étais data scientist. On peut dire, est-ce que tu avais une spécialité en tant que data scientist déjà? Et est-ce que tu crois aux data scientists généralistes ou versus très spécifiques? Oui, je dirais que j'ai une spécialité.
Et ma spécialité, c'est la computer vision. Donc, c'est tout ce qui concerne l'application du domaine de machine learning au traitement d'images. Ça peut aller de la détection de pièces défectueuses dans l'industrie à l'analyse des maladies des plantes en agriculture ou bien détection de cancer dans la santé. Donc, ça touche tous les domaines où on peut trouver des images. J'ai envie de dire que c'est beaucoup de domaines dans la vie. D'accord. Donc, je m'étais spécialisé là-dessus parce que dans mes précédentes expériences professionnelles, j'avais travaillé sur des sujets liés à ça, notamment sur des sujets d'analyse d'images qui proviennent des caméras de vidéosurveillance. Donc, ça, j'ai voulu continuer là-dessus. Donc, en rejoignant mon entreprise actuelle, j'ai rejoint aussi leur expertise qui est spécialisée sur les sujets de computer vision. Donc, et j'ai continué à travailler sur ces sujets-là et d'autres sujets aussi. D'accord. Très intéressant. Mais est-ce que du coup, tu penses que, par exemple, les autres domaines, NLP, time series ou données tabulaires, est-ce que tu penses qu'on peut être un data scientist et maîtriser tout ça aujourd'hui? Ah non, je ne vais pas dire que c'est impossible. Il y a des génies dans la vie, on le sait, mais pour le commun des mortels, je dirais que ce n'est pas possible. Enfin, moi, j'ai essayé à un moment donné de suivre la tendance, tu vois, suivre tous les nouveaux papiers qui sortaient en NLP, suivre les papiers qui sortaient en computer. Même en computer vision, je n'ai pas réussi à tenir. D'accord. À lire tous les papiers, à les comprendre, même si des fois, il y a des papiers qui sortent et qui se ressemblent assez. Donc, à force de lire beaucoup de papiers, on acquiert une certaine compétence en fait, qui nous permet de facilement comprendre le message principal d'un papier. Mais c'est très difficile parce que si tu regardes, je pense que j'ai vu des chiffres qui traînaient, je ne sais plus, sur Twitter ou LinkedIn, le nombre de papiers qui sortent dans le domaine, dans chaque sous-domaine NLP, Computer Vision ou autre. C'est phénoménal, c'est énorme. D'accord. Ça veut dire que finalement, on n'a pas à avoir un syndrome de l'imposteur parce qu'on ne maîtrise pas. Quand on se dit data scientist, et surtout senior data scientist, c'est qu'on ne connaît à peu près rien de tous les autres domaines. Non, je pense qu'il faut avoir un minimum de culture générale sur les autres domaines. D'accord. C'est plus facile sur des domaines qui sont proches, comme la computer vision et le NLP, qui ont quand même une base technique assez commune, qui est basée sur les réseaux de neurones, par exemple le deep learning. Oui. Sur des sujets comme les time series ou autres, où ça demande quand même des compétences plutôt poussées en mathématiques ou recherche opérationnelle ou des domaines similaires ou des statistiques un peu avancées. Je pense que si on veut se spécialiser sur ces domaines-là, on ne peut pas juste gratter et dire qu'on connaît la modélisation en time series parce qu'on sait juste utiliser, je ne sais pas quel package qui fait de la modélisation en time series. Donc, il faut vraiment prendre le temps, connaître la théorie, les contraintes des différents modèles qu'on utilise. Surtout en time series, c'est un domaine plutôt compliqué. Donc, il n'y a pas de syndrome d'imposteur à avoir. On peut se spécialiser dans un domaine, avoir une connaissance générale, puisqu'on peut être amené à travailler sur des sujets qui vont faire intervenir des approches multimodales. Par exemple, combiner des images avec du texte. Ouais, ce qui se fait de plus en plus maintenant avec OpenAI. Donc, connaître un peu, être calé sur un domaine et avoir des connaisses de culture générale sur les autres domaines, je pense que c'est la voie à suivre. En tout cas, moi, c'est celle que je suis. D'accord. Je suis tenté de te poser une petite question. Est-ce que tu crois toujours aux time series comme ils existaient avant, ou bien tu te dis qu'avec du deep learning ou avec même des XGBoost, une fois qu'on transforme les données time series, donc les séries temporelles en données tabulaires, on peut toujours très bien s'en sortir. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire aujourd'hui encore de connaître les modèles time series, je veux dire Arima, Sarima, Garch, etc.? Alors moi, je n'ai pas beaucoup travaillé sur des sujets time series, mais l'expérience que j'ai de mon entourage, en tout cas des gens qui travaillent sur ces sujets-là, c'est que en fait, c'est l'un des domaines qui fait encore la résistance au deep learning. C'est l'un des domaines où le deep learning n'a pas encore réussi à détrôner les approches classiques, statistiques traditionnelles ou économétriques. D'accord. Donc je pense que si on veut vraiment se spécialiser dans les time series, et il y a quand même un très grand marché là-dessus, puisque tout ce qui est prévision de vente, c'est un vrai marché qui est là, par exemple. Prévision climatologique, ainsi de suite. C'est des time series qui sont les technologies sous-jacentes. Ouais. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps de connaître les modèles économétriques, les contraintes d'utilisation de ces modèles-là, les tests statistiques à faire, pour s'autoproclamer expert en time series.
D'accord, ok, très, 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 très intéressant. Et avant de passer sur un autre volet, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quel projet data science t'a le plus marqué dans ton autre vie avant que tu ne deviennes data engineer? Ça fait bizarre quand tu parles d'une autre vie, alors que je me considère toujours data scientist. Ouais, tu Mais résistes. bizarrement, le projet, alors c'est peut-être pas si bizarre que ça pour des personnes qui commencent à avoir quelques années d'expérience dans le domaine. J'ai beaucoup travaillé dans la R&D avant de rejoindre le conseil. Donc, je me suis bien amusé, je me suis éclaté avec tous les modèles. D'ailleurs, on était ensemble. Ouais, On a testé les BERT, les Roberta. À l'époque, c'était à la mode. Donc, enfin, même maintenant, je pense que c'est toujours encore à à la la mode. mode, hein. Oui. Ouais. Mais voilà, on a testé des approches des réseaux de neurones avec des approches siamoises, par exemple, pour construire des espaces Hmm. d'embedding. Tu vois, tout ça, c'était vraiment le state of the art à Hmm. l'époque. C'est quoi des réseaux siamois? Alors, des réseaux de neurones siamois, c'est une approche, c'est pas une architecture, mais c'est une approche de modélisation en réseau de neurones qui te permet de construire un espace de représentation. Un espace de représentation, c'est quoi? C'est que tu prends une image, tu la projettes, parce qu'une image, c'est Une une matrice matrice. à très grande dimension. Hmm. Donc, généralement, on préfère travailler avec des matrices de plus petite dimension, D'accord. compresser l'image. Donc, les réseaux siamois te permettent de compresser l'image dans un espace qu'on appelle embedding. Donc, c'est juste un plus petit espace que l'espace d'origine, donc l'espace des images, D'accord. et qui te permet d'obtenir des représentations pour chaque image, de sorte que des images qui sont sémantiquement proches. Par exemple, si on est dans un cadre où on veut catégoriser les différents types d'animaux, donc Hmm. chien, chat, de sorte que deux images d'un chat vont se retrouver assez proches dans cet espace d'arrivée-là. D'accord. Et une image d'un chat et d'un chien vont être les plus éloignées possibles D'accord. entre elles. D'accord. Donc, c'est ça, c'est cette approche. Enfin, les réseaux siamois permettent de construire ce type d'espace-là. Et D'accord. l'idée, pour faire rapide en 5 secondes, l'idée, c'est que tu prends deux images. Ok. Si elles appartiennent à la même catégorie sémantique, tu calcules leur embedding et tu Tu vois maximises la une distance. distance. Ok, Tu d'accord. maximises la distance entre ces deux images. Ah Ok. non, non, j'ai dit si elles appartiennent à la même catégorie, donc Oui, tu minimises oui, la distance. Ok, d'accord. Si elles appartiennent à deux catégories sémantiquement différentes, tu maximises la distance et tu D'accord. entraînes ton modèle de cette façon, donc avec les Des approches paires, en gros. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça te permet d'obtenir au final un modèle qui est capable de projeter des images de sorte que ça respecte cette proximité sémantique. Moi, je pense que, en fait, c'est pas le projet qui m'a le plus marqué, mais l'une des idées qui m'a le plus marqué, c'est à ce moment où on était data scientist en R&D et appliqué à de la cybersécurité et que justement, on essayait de rapprocher des logs d'utilisateurs normaux dans un certain espace vectoriel et d'éloigner des logs, par exemple, thread je vais pas dire, même pas d'utilisateurs qui ont des comportements similaires. Oui. Et c'est comme ça que ça permet en fait de remarquer que des attaques malveillantes, c'est pas un comportement similaire et du coup que ça peut éloigner dans le dit espace vectoriel. Alors, pour juste rebondir là-dessus, j'avais pas fini, donc on était parti sur les réseaux siamois, Ouais. parce qu'à la base, la question, c'était de savoir quel était le projet qui m'a le plus marqué. Donc, je disais que j'avais fait beaucoup de projets à R&D qui m'ont permis de m'éclater, de m'amuser, de tester les dernières méthodes state of the art. Oui. Mais finalement, c'était pas les projets qui m'ont le plus marqué. D'accord. Ce qui m'ont le plus intéressé, en l'occurrence, c'est un projet que j'ai fait pour une entreprise donc, qui travaille dans le secteur du transport. En termes de technologie utilisée, c'était vraiment le projet où je pense que j'ai utilisé le moins de technologie avancée possible. C'était juste du Pandas, du NumPy et Streamlit pour faire l'interface. Donc la problématique du métier, c'était quoi? C'est qu'ils avaient des données qu'ils extrayaient des différents logiciels métiers sous forme d'Excel. Et pour faire leurs analyses, c'est les données tabulaires. Ouais. Mais c'est des Excel avec des formats plutôt complexes. Donc, ce n'est pas des Excel simples. Donc, pour faire leurs analyses, ils avaient besoin d'harmoniser ces différentes sources de données extraites des différents logiciels métiers, ensuite de calculer des indicateurs et puis sortir des petits rapports bien formatés sous Excel avec la mise en forme couleur conditionnelle, ainsi de suite, et des petits graphes de tendance, etc., etc. D'accord. Donc, c'est
Sauf que c'est quelque chose qui leur prenait 1 à 2 semaines en fonction de la taille et la complexité des fichiers qui sont extraits. OK. Donc, moi, je suis arrivé sur ce projet-là. On a essayé de cadrer ce projet, de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, finalement, j'ai juste fait un script qui automatisait cette harmonisation et ce nettoyage des données qui, au final, nous a permis, donc sous Python, avec Pandas, vraiment traitement de données classique. Quoi. Tu lis un fichier Excel sous forme de data frame, tu fais des manipulations comme tu fais. Et ça m'a permis de, à la fin, avoir un produit qui était déjà utilisé par les métiers. D'accord. À la fin même du projet. Donc, il n'y avait même pas de temps de latence entre la fin de la mission et le début d'utilisation. L'industrialisation en gris. C'est ça, oui. Ouais. Ça s'est fait vraiment de façon automatique parce que ça leur permettait de raccourcir un traitement qui leur prenait 1 semaine et qui n'avait aucune valeur ajoutée pour eux parce que c'était juste d'harmoniser les fichiers, de calculer les indicateurs et puis de faire l'analyse qui là, est leur cœur de métier. De faire les analyses et d'en tirer les conclusions qui ici est. Donc, ça leur a permis de passer d'une période de traitement des données d'1 à 2 semaines à vraiment 5 minutes. Quoi. D'accord, et de pouvoir créer de la valeur un peu plus rapidement. C'est ça. D'accord. Exactement ça. Bon, c'est vraiment le projet où j'ai senti le plus de fierté personnellement. D'accord, intéressant. C'est assez surprenant d'ailleurs. Vu qu'on parle de valeur, il m'importe de rappeler que ce podcast nous a été gracieusement offert par Datacori, qui est une entreprise qui a pour obsession la valorisation de vos données. Voilà. Donc, on peut passer maintenant au prochain niveau. Donc, j'ai aussi compris que tu as fait le switch de carrière. Donc, tu es passé de data scientist, expert computer vision, à de la data engineering. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement? Est-ce que c'était pour avoir plus d'argent? 2, est-ce que c'était pour être, je ne sais pas, pour avoir plus d'opportunités simplement parce que tu remarquais que le métier de data scientist commençait à mourir? Est-ce que, comme certains, tu étais sous l'eau en termes d'avancée de l'IA parce qu'on a dit que les papiers sautent rapidement, les médecins évoluent très vite. Est-ce que c'était parce que tu étais sous l'eau, tu n'arrivais plus à suivre, que tu t'es dit autant aller côté data engineering, là-bas ça évolue moins vite? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Alors, ça évolue très vite là-bas aussi, je pense. Bon, après, ça fait pas longtemps que je suis Est-ce que tu penses que officiellement... ça évolue moins vite quand même? Oui, il y a moins de... je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de papier, mais il y a quand même peu de papiers, je pense, qui vont être assez orientés data engineering déjà. Data engineering, c'est assez proche du développement logiciel et sortir un logiciel, un outil, ça prend plus de temps quand même que juste faire des expériences en machine learning et sortir un papier et des résultats. Donc, c'est normal, je pense que ça n'avance pas à la même cadence, avec la même cadence. La raison principale qui a motivé mon switch, c'est que en fait, c'était la recherche de projets où je pouvais avoir d'impact le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a fait rejoindre le conseil parce que je me disais que étant plus proche des clients, leur objectif à eux, c'est qu'on leur résout leurs problèmes. On leur crée de la valeur rapidement. Le plus rapidement possible. Donc, je me suis dit que le conseil était la solution pour moi. Et donc, j'ai rejoint le conseil. Sauf que même dans le conseil en data science, je me suis rendu compte qu'on est dans une période où les clients, effectivement, enfin, il y a eu la période de la hype de la data science, les métiers les plus sexy, ainsi de suite. Tout à fait. Tout ça. On recrutait juste un data scientist sans savoir quoi en faire. Exactement. Ouais. Donc maintenant, on va dire, il y a eu la douche froide. Donc, on a un peu tempérisé, tout le monde s'est calmé. Donc, les entreprises commencent à comprendre que en fait, on ne fait pas juste un projet de data science pour en faire, parce que finalement, ça ne va pas créer de la valeur. Donc, et puis après, tout le monde est mieux content. Le data scientist est mieux content, le client est mieux content. Donc, on est plus dans une période où maintenant, on formalise un peu plus, où on structure un peu plus les projets de data science. Donc, on les met un peu plus dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, on prend le temps de cadrer quels sont les sujets principaux, quelles sont nos principales sources de données, est-ce qu'elles sont de bonne qualité, est-ce qu'elles sont utilisables, et ainsi de suite. D'accord. Et les data scientists, généralement, sur la partie plus technique, ils interviennent dans le cadre de cadrage. Donc, on ne va pas faire un gros projet pour cadrer, un gros projet de machine learning pour cadrer un use case business, un cas d'usage business. On va faire des POC plutôt. Les data scientists sont encore dans... Alors, je ne dis pas tout, mais c'est un peu ce que j'ai remarqué, moi.
beaucoup de projets sont encore dans la phase de POC POC. pour pouvoir justement cibler quels sont les cas d'usage qui sont les plus prometteurs, qui vont nous apporter la valeur le plus rapidement possible. Comme je te disais, j'ai déjà fait de la R&D, donc je me suis déjà éclaté à faire des modèles. Moi, je voulais dépasser un peu plus, dépasser cet aspect de juste de la modélisation. Toi, tu voulais mettre en production et non seulement générer de la valeur. Voilà, exactement. Sauf que beaucoup d'entreprises sont à l'étape où elles sont encore en train de cadrer leur projet, donc on n'est pas encore à la phase d'industrialisation. L'alternative qui s'est offerte à moi, c'est le data engineering parce que les data engineering peuvent avoir plusieurs clients dans une entreprise. Ils peuvent avoir des data scientists comme clients. Donc, ils mettent en place des pipelines de données que les data scientists vont utiliser pour faire leurs expériences. Mais ils peuvent aussi avoir les métiers directement comme clients puisque les pipelines de données bien construites peuvent permettre d'avoir des dashboards, du reporting, des calculs des KPI qui peuvent être directement utiles et utilisables pour les clients. Donc, c'est pourquoi j'ai opté pour le data engineering et du fait que j'avais aussi un petit background, comme je te disais, j'ai fait une formation avec une triple compétence à l'ENSAI. Donc, la transition s'est faite plus ou moins naturellement. D'accord, ok, très, très... Bon, plus ou moins naturellement, ça ne veut pas dire qu'elle a été faite sans challenge. Oui. Ok, du coup, pour faire la transition sur les challenges, quels sont, pendant que tu essayais de te reconvertir de data scientist à data engineer, quels sont les challenges que tu as rencontrés qui t'ont un peu dérangé? Alors déjà, je pense que je suis en train de... Je ne suis pas en train de faire une transition complète de data scientist vers data engineer. Je pense que je suis plutôt... Je tends vers l'obtention d'un profil hybride. D'accord. J'aimerais garder les deux compétences. Donc d'accord, le full stack data scientist. Je ne sais pas si ça existe. Ou bien le mouton à 5 pattes. Je ne sais pas si licorne. Ça existe. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même les compétences, des compétences hybrides, justement, qui me permettraient de pouvoir travailler de end-to-end, en fait, sur des projets data. D'accord, ok. La transition, elle a été relativement facile, mais elle s'est aussi accompagnée de sacrifices. Toujours les week-ends, c'est les week-ends qui vont être sacrifiés toujours dans ce type de cas-là. Donc, j'ai pris quand même beaucoup de temps à apprendre, parce que dans mes précédentes expériences, je n'ai pas beaucoup travaillé sur le cloud. Et quand on veut devenir data engineer aujourd'hui, je pense que c'est indispensable de connaître au moins une technologie, un cloud provider. D'accord. Donc, j'ai pris quand même beaucoup de temps à monter en compétences. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur la plateforme Udacity, un anneau degree en data engineering. D'accord. Ça coûte un peu quand même, non? Oui, je pense que c'est dans les 1000 et quelques dollars. D'accord. Donc, oui, à peu près 1000 et quelques euros aussi. D'accord. Donc, ouais, ça pique un peu le portefeuille. Ouais. Et du temps surtout. Donc, j'ai quand même passé beaucoup de temps. Mais c'était plus de la redécouverte pour la partie data engineering. Puisque j'avais déjà dans mes formations académiques, j'avais déjà fait pas mal de technologies liées au big data. D'accord. Donc, pour certaines, c'était plus de la révision et pour d'autres, ou pour le cloud de façon générale, c'était plus de la découverte et de la montée en compétences. J'ai travaillé plus sur du on-premise dans les précédentes expériences. Ok. Donc, c'est tout ce travail-là qui m'a permis, que je continue d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc, voilà un peu comment s'est fait la transition, mais qui est toujours en cours, parce que ça fait pas très longtemps que je suis officiellement data engineer. Cloud data engineer. Je vais changer mon titre LinkedIn, tu me donnes des idées là. Et donc, aujourd'hui, par exemple, tu utilises quoi le plus comme provider cloud? J'utilise AWS, sans surprise. D'accord. Et est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste le contexte mission dans lequel tu es tombé? Oui, c'est le contexte projet. Alors, la formation que j'ai faite, c'était sur du AWS, la formation en data engineering. Et j'ai fait quelques petits projets de data science aussi, donc dans d'autres missions sur AWS. Donc, on connaissait déjà un peu les classiques ECD, S3. D'accord. Bon, pas plus que ça. D'accord. Donc, mais le choix de AWS, je pense que c'est parce qu'en termes de part de marché, c'est quand même l'un des plus utilisés. Donc, je me dis, s'il y a un premier que je dois apprendre, c'est d'abord AWS. C'est déjà prendre celui où j'aurai plus de chances d'avoir un projet sur lequel je peux travailler là-dessus. D'accord, intéressant. Et du coup, sous AWS, d'ailleurs, on dit ça comment en anglais? AWS. Yeah, ok. Donc, sur AWS, qu'est-ce que tu utilises le plus comme technologie voilà. Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses parce que le projet sur lequel je travaille actuellement concerne la récupération, donc l'ingestion des données qui proviennent des centrales photovoltaïques, des D'accord. centrales de panneaux solaires. L'ingestion de ces données-là, le traitement de celles-ci jusqu'à leur exposition aux métiers en fait, qui vont calculer des KPI de performance des centrales, ainsi de D'accord. suite. Vous allez jusqu'au dashboard ou c'est juste l'exposition de données au métier? On part jusqu'au dashboard, mais ce n'est pas des dashboards métiers, c'est plus des dashboards qu'on appelle de data observability aujourd'hui. Ok. En fait, comment dire, l'idée, c'est d'exposer la donnée finale avant qu'elle ne soit consommée par l'utilisateur. Cette exposition peut servir plusieurs causes. Par exemple, juste pour monitorer la qualité de la donnée, sans avoir à aller tout le temps taper sur une base de données ou bien sur un bucket S3. D'accord, ok. Donc, on utilise plusieurs services AWS justement de la récupération jusqu'à cette exposition-là. Donc, pour faire peut-être un petit résumé rapide, je peux subdiviser la pipeline, je pense qu'on a mise en place et qu'on continue à faire évoluer en 4 sous-pipelines. Donc, on a une première partie ingestion. Les capteurs qui sont installés sur les centrales photovoltaïques envoient des données en quasi-temps réel. D'accord. Ces données atterrissent sur une base de données Redshift. Donc, ces capteurs sont connectés à Internet? Oui. OK. Donc, ces capteurs envoient des données dans une base de données Redshift, donc qui servent d'une espèce de buffer, en fait, de stockage temporaire de la donnée. D'accord. Redshift directement? Redshift, ouais. D'accord, pas Après, S3? Non. Okay. Les données sont envoyées directement. Bon, on a plusieurs sources de données. Donc, il y a des centrales qui envoient des données sur S3 directement. Et d'autres qui envoient sur Redshift. D'accord. Donc, pour celles qui envoient sur Redshift, on fait une première phase d'ingestion qui nous permet de récupérer ces données de Redshift et les stocker sur S3, donc pour avoir un stockage plus durable. D'accord. Et après ça, on a une architecture qui va suivre un pattern event-driven. L'idée, c'est que comment dire en français, c'est la survenue de certains événements qui vont déclencher le reste de la pipeline. D'accord. Donc là, en l'occurrence, quand on va récupérer la donnée, on va la stocker de Redshift sur S3. Ça va déclencher la seconde partie de la pipeline qui va faire une suite de traitements métiers ou techniques, des transformations. Et là, on utilise le moteur de compute qu'on utilise, c'est des lambda, donc les fonctions serverless d'AWS. D'accord. Avec sur le runtime Python. D'accord. D'ailleurs, il faut dire qu'il y a toute une culture serverless pour... Oui, on a une architecture, je pense, qui est pratiquement 100% serverless chez nous. Et pourquoi c'est serverless? Parce que ça enlève tout le poids de la gestion de l'infrastructure. On se concentre vraiment sur l'implémentation du code business et on n'a pas à s'inquiéter de la mise à jour de l'infra qu'on utilise ou de la gestion de la sécurité. Ainsi de suite. Bon, même s'il faut quand même, il y a des règles de sécurité à respecter, ça ne vient pas tout seul non plus. Je crois que même en termes de coût, c'est plus intéressant. Généralement, c'est plus efficient en termes de coût, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, j'ai oublié la boîte. J'avais vu récemment je ne sais plus, sur LinkedIn, je pense, une boîte qui avait publié. D'ailleurs, c'est une très grande boîte tech. Je ne sais plus c'est laquelle qui a publié, en fait, qu'elle a changé son architecture du serverless vers un truc avec des machines SE2, je pense... et qui a réduit ses coûts drastiquement. C'était Amazon Prime, non? C'est Prime, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. Prime Vidéo. En tout cas, je sais que c'est un GN de la tech qui a fait ça. microservices. C'est un GN qui a fait ça, oui. D'accord, les microservices dont il parlait, c'était sous serverless. C'est du serverless, je pense. Ouais. D'accord. Donc, donc ils ont changé d'architecture qui leur a permis de réduire drastiquement les coûts. Donc, donc, il y a quand même des analyses à faire avant de se jeter directement sur du serverless. Ce n'est pas toujours le plus efficient en fonction des cas d'usage. D'accord. Ok, donc pour revenir à ton sujet. Oui, donc comme je disais, on a une architecture qui est event-driven. Donc, quand on va ingérer la donnée sur S3, elle va déclencher des lambda. Donc, c'est des patterns de workers qu'on appelle workers, en fait, qui vont faire... un worker, c'est juste une lambda et une SQS. Donc, il va faire une partie du traitement et passer au worker suivant. D'accord. Du traitement, ça peut être de la transformation, du nettoyage, de la suppression de la donnée erronée. Enfin, pas suppression, mais mise à l'écart de la donnée erronée, et ainsi de suite. Donc, on va avoir cette deuxième phase qui est de la transformation du nettoyage. D'accord. Qui est, comme je disais, est
suit un pattern AWS SQS. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'une lambda finit son traitement, elle va envoyer un message comme quoi elle a fini le traitement et donc qui va permettre de déclencher la lambda suivante. D'accord, ok. Ça veut dire que votre pipeline, elle est entièrement constituée de lambda message, lambda message. Oui. Ok. En tout cas, cette deuxième partie-là D'accord. de nettoyage, de transformation, donc qui correspond un peu au T dans le paradigme ETL. D'accord. Après, quand on va finir cette étape-là, la troisième étape, c'est de la décoration de la donnée. L'idée, c'est de rajouter des indicateurs de qualité à la donnée pour que l'utilisateur final en soit conscient et qu'il l'utilise en connaissance de cause. D'accord. On ne va pas supprimer de la donnée, on ne va pas la transformer, on va juste rajouter des indicateurs de qualité. Donc, en fonction des critères définis, soit par le métier ou bien des critères techniques. D'accord. Cette phase aussi suit un pattern de lambda SQS, mais avec des step functions qui vont gérer, comment on appelle ça, puisque cette partie est un peu plus complexe que la partie de transformation qu'on avait avant. Donc, il y a un pattern on utilise des step functions, donc qui est le service AWS qui permet d'orchestrer d'enchaîner l'exécution d'autres services AWS. En l'occurrence, nous, c'est des lambda qu'on utilise comme unité de traitement dans ces step functions-là. D'accord. Donc, c'est les step functions qui vont coordonner l'exécution de ces lambda-là. D'accord, ok. Donc là, ça, c'est la troisième partie de décoration, donc d'ajout d'indicateurs de qualité à la donnée. Et la dernière partie, c'est l'exposition de la donnée, donc à travers des dashboards comme on utilise en l'occurrence Grafana, par exemple, pour exposer la donnée aux utilisateurs finaux. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une partie d'infra ou bien il y a un Grafana dans AWS? Non, c'est un Grafana qui est installé sur une ISE2. D'accord, ok. Donc, il y a une toute petite partie d'infra quand même. Oui. Ok. Donc là, j'ai parlé de la logique et des ressources qu'on utilise, mais il faut quand même provisionner ces ressources. Et là, on utilise le paradigme d'infra as code. D'accord. Notre infra. Plus Terraform ou autre chose? Là, on est sous CDK. Donc, c'est la surcouche AWS qui permet de générer des templates CloudFormation directement avec, puisque pour ceux qui ont déjà vu CloudFormation, c'est assez effrayant. C'est de gros templates YAML ou JSON. D'accord. Donc, c'est très dur à digérer. Du coup, AWS a créé un outil ou un framework qui permet de gérer directement les ressources AWS avec les langages de programmation classiques comme Python ou JavaScript ou d'autres ou C# ou d'autres langages. D'accord, très, très, très intéressant. On a encore pas mal de questions, mais le temps presse. Donc, allons-y un peu vite. Et du coup, en fait, dans ton travail en tant que data engineer, est-ce que, par exemple, on dit que les professionnels de la data doivent savoir coder. Jusqu'à quel niveau est-ce qu'on doit s'arrêter? Est-ce que toi, par exemple, quand je te parle de TDD, quand je te parle de CI/CD, quand je te parle de tests unitaires, de tests d'intégration, je ne sais pas, quand je te parle de on-graph architecture hexagonale, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que tu n'utilises pas et comment est-ce que ça intervient dans ton travail en tant que data engineer? En tant que data engineer, effectivement, j'utilise une très bonne partie de ce que tu viens de citer, puisque quand on développe des features au quotidien, donc des features techniques ou métiers, donc pour faire évoluer la pipeline qu'on a mise en place, on ne fait pas les déploiements à la main. Donc on ne crée pas notre code à aller déployer l'infrastructure à la main, la passer dans l'environnement supérieur à la main, ainsi de suite. Donc déjà, on utilise la notion d'environnement. Donc, on a plusieurs environnements de test, de staging ou de production. Et le lien entre ces différents environnements s'est fait de façon automatique à travers des pipelines de CI/CD. Donc, le déploiement s'est fait automatiquement et ça, c'est permis parce qu'on a mis en place des tests unitaires et des tests d'intégration. Des tests unitaires pour tester des petits bouts de logique business donc dans le code. Et les tests d'intégration pour tester des gros bouts de pipeline en fait, de bout en bout pour voir s'ils marchent correctement. Donc, on a mis en place des pipelines CI/CD qui nous permettent facilement, donc dans un sprint, de développer et de déployer une feature.
Donc, c'est exactement ce qui est fait en DevOps, par exemple, dans le domaine du développement logiciel de façon générale. D'accord. Ça veut dire que, étant donné que vous interagissez, par exemple, avec des lambda, des trucs, ça, pas mal de technologies plutôt avancées de AWS, ça veut dire que vous allez même dans vos tests unitaires moquer, donc faire des interfaces. Exactement. Puisque si on doit utiliser les vrais services d'AWS, ça peut être très coûteux. Utiliser une base de données, ça peut être très coûteux juste pour faire des tests. Donc, ou des services lambda qui sont relativement moins chers par rapport à une base de données, par exemple. Mais il y a des outils dans l'écosystème Python qui permettent de moquer, entre guillemets, comme tu l'as dit, tous ces différents services-là. Donc, et même si on n'a pas c'est difficile de trouver une ressource qui n'est pas moquable parce que comme c'est des choses que beaucoup de gens utilisent, donc les gens développent que ce soit des librairies ou des plugins, entre guillemets, pour faciliter la chose. Mais c'est facile. En fait, c'est des frameworks qu'on peut facilement étendre. Donc, qui sont extensibles pour pouvoir moquer une ressource. D'accord, vous pouvez moquer une lambda, par exemple. Une lambda ou un bucket S3, en fait, tu peux moquer pratiquement tout ce que tu veux. D'accord, très, très intéressant. Donc, ça veut dire que, en fait, est-ce que tu dirais qu'un data scientist ou ingénieur devrait quand même avoir un bon niveau de développement logiciel? Pour un data ingénieur, je pense que c'est important pour faciliter la vie à ses copains data ingénieurs ou machine learning ingénieurs parce qu'après, généralement, c'est eux qui prennent le relais pour la mise en prod des expérimentations du data scientist. Donc, c'est bon d'avoir au moins, je pense, les bonnes pratiques de programmation. D'accord. Pour quand même avoir un code qui est presque prêt à l'emploi ou même prêt à l'emploi directement dans un système plus grand. Pour le data ingénieur, ça, je pense que ce n'est pas négociable. Ou les machine learning ingénieurs, je pense qu'il faut vraiment avoir les bonnes pratiques de programmation, connaître les tests, les patterns avancés de programmation en Python. Par exemple, si on développe en Python, voilà. D'accord, très, très, très intéressant. Et est-ce que ton ancienne vie en tant que data scientist te permet une meilleure collaboration avec les data scientists maintenant que tu es data engineer ou il n'y a pas de... Alors, je suis dans une équipe où on n'a pas encore de cas d'usage data science. Donc là, nos clients finaux, c'est vraiment pour faire du reporting ou bien du calcul de KPI. On n'a pas encore de cas d'usage data science, donc on n'a pas une équipe de data science. Je n'ai pas encore eu à collaborer avec des data scientists. Pour moi, ça peut être relativement facile puisque j'ai vécu des deux côtés de la frontière. D'accord. Donc, tu sais ce que l'un veut exact. Voilà, exact. Je pense que alors, la clé serait la communication. Je pense que l'idéal serait d'avoir, lorsqu'on a une équipe data scientist et une équipe de data ingénieur, c'est d'avoir un profil qui est hybride. Ce serait l'idéal parce qu'il connaît les besoins d'une des équipes et peut facilement les traduire dans un langage que comprend l'autre équipe. Mais si on n'a pas ça, de toute façon, la communication est clé, le partage de connaissances, le transfert de connaissances entre les deux équipes pour que finalement le data ingénieur ne va pas mettre en place une pipeline que le data scientist va galérer à utiliser, par exemple. En plus, parfois, une parenthèse ouverte, parenthèse fermée, c'est vrai que les data engineers, parfois, ils n'ont pas le temps de prioriser les tickets des data scientists, alors que normalement, ils doivent produire de la donnée pour les data scientists. Oui. Qu'est-ce qui se fait? Pourquoi ça se fait? Je dirais que c'est plus un problème de process. Je ne suis pas sûr que ce soit de la responsabilité ou en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, du data scientist ou de data engineer. Alors, s'ils le font, c'est tant mieux, mais ce n'est pas de leur responsabilité de faire en sorte que ça marche forcément. Alors, ils doivent fournir des efforts pour que ça marche, mais c'est peut-être le management qui doit faciliter cette coordination, puisque quand on est data scientist, on n'est pas forcément au courant, on n'est pas obligé de connaître ce que fait les data engineers et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que peut-être les faire travailler un peu plus ensemble déjà dans une équipe où tu penses... Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de tomber dans une équipe où les data scientists étaient dans la direction produit, tandis que les data engineers étaient dans la direction tech. Donc, tu peux... tu vois, il y a vraiment une cassure, ouais. C'est ça. Et puis, il y a des tickets Jira qu'il faut faire qui sont pour pouvoir communiquer avec les data engineers et qui sont priorisés en fonction de leurs autres tâches. Oui, typiquement, moi, nos utilisateurs finaux, j'ai dit, c'est plus le métier. Mais même avec eux, c'est pas évident puisqu'on n'a pas forcément les mêmes priorités. On n'a pas le même backlog. Donc, mais il y a beaucoup de communication, beaucoup de réunions pour permettre. Des fois, c'est pas nous qui le font, c'est plus les PO, les PM, les Scrum Masters qui généralement se chargent de ce type de réunions-là
pour pouvoir aligner les roadmaps et les priorités des deux équipes et finalement les faire travailler ensemble en harmonie. D'accord, très, très, très intéressant. Tu m'as aussi dit que, en fait, tu nous as dit en début d'entretien là que tu es tech lead. C'est quoi un tech lead dans ce contexte et c'est quoi les responsabilités d'un tech lead? Alors, les responsabilités d'un tech lead, pour ma part, typiquement, il y a le fait d'être déjà référent technique de l'équipe. D'accord. Donc, que ce soit vis-à-vis de l'extérieur ou bien au sein même de l'équipe. Donc, tous les sujets qui vont venir de l'extérieur vont passer par les tech leads et qui est censé les digérer, entre guillemets, avant de les passer à l'équipe. D'accord. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'accompagnement des membres de l'équipe. Donc, en fait, par rapport auxquels on est plus expérimenté. Parce qu'on peut être tech lead dans l'équipe et avoir des personnes qui ont les mêmes compétences que nous. Donc, on ne peut pas forcément les aider techniquement. En tout cas, on ne peut pas être dans un accompagnement comme on accompagnerait un junior, par exemple, avec eux ou avec elles, comme je dis, ces personnes-là. Donc, il y a l'accompagnement dans le cas où on a des juniors encadrés, par exemple, ou des personnes, en tout cas, qui sont moins expérimentées que nous. Donc, il y a cet accompagnement-là. Il y a aussi la garantie. Donc, comme il est référent technique de l'équipe, donc il doit être garant aussi de la qualité de ce qui est produit par l'équipe. Donc, il est un peu obligé d'être au courant, entre guillemets, de tous les sujets qui sont traités, tous les sujets qui sont traités par l'équipe. D'accord. Même s'il ne peut pas, je pense, avoir une vue quand même très bas niveau de chaque ligne de code que chaque développeur, même si c'est possible parce qu'on a des revues de code, par exemple. Mais est-ce que c'est le tech lead qui fait systématiquement tous les codes review? Est-ce que finalement, ça n'est pas ennuyante s'il faut être en train de relire que du code sans en écrire? Ça fait partie du package, comme le dirait l'autre, je pense. Quand on accepte ces responsabilités, je pense qu'il faut savoir qu'on va coder au moins. Ça, c'est... D'ailleurs, ça fait partie des défis, je pense, non techniques, moi, que je fais, c'est savoir manager ses attentes, en fait. Parce qu'on va être dans beaucoup de réunions, on va être de plus en plus sollicité sur des sujets, un peu de conception ou bien de réflexion. On va être de plus en plus sollicité sur l'accompagnement d'autres personnes, donc on ne va pas être nécessairement en train de produire du code full-time. Ça fait partie du boulot, je dirais. D'accord. Très, très, très intéressant. Et est-ce que tu as des challenges particuliers en dehors de ce que tu viens de dire? Est-ce que tu en as d'autres? Oui, on avait parlé de la communication entre data science et data engineer, ou bien moi j'ai parlé plutôt de communication entre data engineer et le métier, ou en tout cas la personne qui consomme les données qu'on produit. Oui. Je pense que des fois, c'est pas facile d'aligner les priorités, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est un vrai challenge parce qu'on peut avoir des demandes qui viennent dans tous les sens. Oui. Il faut savoir vraiment temporiser, savoir qu'est-ce qui est vraiment urgent. Comme on dit, question de vie ou de mort, entre guillemets. Mais tout est toujours urgent. C'est ça. Malheureusement, tout vient avec une étiquette urgent. Sauf que quand on s'assoit, on pose, on réfléchit, on priorise. Il y a des choses qui peuvent attendre le sprint prochain ou dans 2 sprints, par exemple. Il y a des choses où il faut vraiment qu'on traite tout de suite parce qu'on n'a plus de données. Par exemple, la pipeline est down. Donc là, il faut traiter le problème tout de suite. Ça veut dire qu'il y a pas mal de diplomatie qu'il faut avoir. Exactement. Ouais, il faut avoir... ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être utile dans tous les domaines de la vie, pas que dans... Mais en l'occurrence, là, quand on parle de la data et de data engineering, c'est quelque chose qu'il faut avoir vis-à-vis des personnes. Des stakeholders. Voilà, exactement. OK. Après, les défis techniques, ça, c'est des défis un peu non techniques, entre guillemets. Par rapport aux défis techniques, c'est que j'avais l'habitude de faire beaucoup d'éveil, plus dans le domaine scientifique, donc des papiers scientifiques de machine learning. Là, il faut que je m'exerce, il faut que je commence un peu à tourner mes veilles et mes lectures vers des domaines un peu plus liés au data engineering. Donc, pour avoir un peu la culture aussi, être dans le mindset du data engineer, vraiment. Commencer à lire des papiers d'architecture, quels sont les différents patterns d'architecture qu'on utilise en fonction de quel cas d'usage, par exemple, quelle technologie utiliser dans quel contexte. Donc, il faut que je commence aussi à m'orienter un peu plus vers ces lectures-là. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Mais du coup, est-ce que dans ton expérience actuelle, est-ce que pour toute la partie ingestion de données, vous utilisez, je ne sais pas, des technologies sur le marché, par exemple Fivetran ou des choses comme ça, Airbyte, des trucs comme ça, où vous êtes vraiment full AWS et vous recodez vraiment tout ce qui va vous permettre d'ingérer les données vous-même?
Là, on est vraiment sur du full AWS, de l'ingestion jusqu'à l'exposition. D'accord. D'ailleurs, même jusqu'au calcul de KPI. Après, tu as les dashboards métiers qui vont venir plutôt sous tableau, comme outil de visualisation ou de reporting. Mais tout ce qu'on fait est basé, en tout cas, la partie dont mon équipe se charge est basée sur du full AWS. Après, il y a une partie amont, qui est la production, puisque j'ai un peu caricaturé, mais les données ne viennent pas directement des capteurs dans notre base de données Redshift. Donc, il y a quand même des serveurs ou bien des services intermédiaires qui traitent aussi ces données-là avant qu'elles nous arrivent. Ou en tout cas, qui servent d'intermédiaire entre les capteurs et nous. Donc ça, je ne saurais pas dire quelles sont les technologies qui sont derrière ça. Peut-être qu'il y a des technologies de ce type-là que tu as citées. Ok, je vois. Ça veut dire que, est-ce que je peux dire que tu es un gros fan de no-code ou de low-code? Qu'est-ce que tu penses? Oui, justement, je reviens à ces technologies-là, Airbyte, Fivetran, en dehors de ton boulot. Qu'est-ce que tu penses de Dataiku? Je sais que Dataiku, ça fait une petite polémique chez les data scientists. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Personnellement, alors c'est vraiment un avis personnel, mais j'aime connaître, quand j'apprends une nouvelle technologie, j'aime bien connaître un peu les petits détails qui sont enfin, les petits détails d'implémentation, comment est-ce que je peux customiser ça quand je veux. C'est pourquoi je ne suis pas personnellement fan de ces technologies-là. Après, je sais qu'elles sont beaucoup utilisées et qu'elles permettent de démocratiser la data science, de démocratiser un peu plus ça, pour que le métier avec le moins de compétences techniques puisse aussi s'en servir pour trouver, enfin, pour obtenir des insights le plus rapidement possible. Personnellement, je ne suis pas fan. D'ailleurs, c'est des technologies avec lesquelles je n'ai pratiquement jamais interagi. D'accord. Mais je ne pourrais pas donner mon avis là-dessus parce que je ne les connais pas en détail. Le plus proche du low-code que j'ai utilisé, je pense, c'est un package Python qui s'appelle PyCaret. D'accord. Donc, qui est une surcouche au-dessus de scikit-learn, qui permet vraiment d'avoir, par exemple, de faire un assembling ou bien d'expérimenter tous les modèles de classification des scikit-learn, par exemple, avec quelques lignes de code, sans avoir vraiment à écrire tout le code de feature engineering et tout. Mais même avec ça, je suis toujours été dans une situation où je dois revenir parce que j'ai des customisations que je vais faire et du coup, tu dois surcharger le code. Soit surcharger, étendre le package à lui-même ou bien revenir au scikit-learn originel donc pour pouvoir faire des choses custom. Mais pour faire des premières expérimentations, c'est des choses quand même qui permettent de gagner du temps. Ça, j'en suis témoin. Ça permet vraiment de laisser les premières expérimentations, par exemple, en quelques lignes de code, donc assez rapidement. C'est vrai qu'en tant que data scientist plutôt, ou data engineer plutôt passionné, on peut au prime abord s'opposer à toutes ces technologies, mais il faut dire que quand moi j'étais, par exemple, il faut dire que en fait, dans le cas d'ingestion de données, par exemple, si on doit se connecter à plusieurs bases de données Oracle, des choses comme ça, on fabrique en tant que data engineer les connecteurs à toutes ces bases de données-là et justement avoir un outil d'ingestion en low code, ça permet de se connecter plus facilement à ces bases de données et de gagner du temps et du coup d'écrire du code, par exemple directement Spark qui a un rapport à de la logique métier qui crée de la valeur plus que d'écrire les connecteurs pour chaque équipe qui travaille. Oui, exactement. Je pense que c'est parce que je n'ai pas encore été dans le cas où j'ai été amené à interagir avec ces outils-là. Donc, j'ai un avis qui est assez... j'ai pas assez de recul pour donner un avis profond là-dessus. D'accord, intéressant. Je pense qu'on va terminer ce podcast sur deux questions. La première, c'est si tu n'étais pas dans la data, qu'est-ce que tu aurais fait comme métier? Si tu n'étais pas full stack data, mouton à 5 pattes. J'aurais fait banquier pour avoir de l'argent. Tu aurais fait quoi? Banquier pour avoir de l'argent. Non, même si je veux de l'argent, mais donc avant de commencer dans la statistique, j'ai fait un bac scientifique/technique. Et du coup, durant mes années de lycée, j'ai eu à faire de la mécanique. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce que le fait d'être en classe, avoir des papiers, concevoir des plans de pièces mécaniques et sortir, aller dans un atelier, fabriquer ces pièces-là et que ces pièces-là soient directement utilisables, par exemple, dans le monde réel. C'était quelque chose d'assez fou, en fait, d'assez particulier aussi pour les lycéens parce qu'on avait quand même...
La majorité des lycées chez nous, c'est vraiment de la formation généraliste. Donc, on fait juste des maths, on fait de la géographie, de l'histoire, sans trop savoir à quoi ça va nous servir. Donc, moi, d'être dans le cas où je fais en parallèle de ces matières généralistes, donc sciences, physiques, mathématiques et autres, de faire aussi des matières techniques où on est amené à construire quelque chose de réel, de concret, d'utilisable, d'utile dans le monde réel. C'était assez pratique. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Donc, d'ailleurs, j'ai voulu continuer là-dessus. Mais bon, le destin a fait que finalement, j'ai fait un concours où j'ai été accepté à l'NCAE de Dakar. D'accord. J'ai continué parce qu'il y avait une très bonne bourse. Il faut dire que ça m'a attiré aussi. Toi, tu es bourse-driven student. C'est ça, exactement. Bon, après, ce n'est pas un choix que je regrette aussi d'être dans la data. Mais voilà. Je pense que si je n'étais pas data scientist ou si je ne travaillais pas dans la data, j'aurais travaillé dans les domaines techniques, donc comme la mécanique, par exemple. D'accord, très, très intéressant. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Et du coup, est-ce que, par exemple, tu peux terminer, par exemple, en nous disant un projet data sur lequel tu as travaillé et que tu as bien apprécié rapidement? Alors, c'est plus un projet que je suis encore en train dont je suis encore en train de nourrir la réflexion. Que, comme je te disais au début, je voulais faire statistique agricole pour contribuer au développement de mon pays. D'accord. Je n'ai pas encore lâché l'idée. Je continue encore. Alors, un autre domaine qui me passionne, c'est l'IA embarquée. Parce que je sais qu'en Afrique, par exemple, des gros data centers où on va avoir des gros large language models qui tournent. Ça va être chaud. Ça va être chaud. À cause des coupures d'électricité. La connexion Internet qui n'est pas ouf. Ouais. Donc, voilà. Je suis un peu passionné aussi par l'IA embarquée. D'accord. Plus spécifiquement embarquée sur les smartphones. D'accord. C'est un peu l'outil qui est le plus à portée de main. Donc, c'est celui que j'ai beaucoup. C'est celui sur lequel j'ai beaucoup plus creusé la question du point de vue technique. Je continue de nourrir l'idée de faire un projet justement dans le domaine agricole. Donc, pour faire. Ce que je voudrais faire, c'est une application qui serait un peu plus large, qui permettrait, par exemple, aux cultivateurs d'avoir des insights ou des conseils sur leur champ. Donc, que ce soit par rapport à, par exemple, s'ils voient des attaques d'insectes ou une maladie, qu'ils prennent la plante en photo et que l'application lui suggère, par exemple, des traitements à faire ou en tout cas les protocoles à suivre dans ce type de cas-là. Et aussi, par exemple, savoir à quelle étape de la croissance d'une telle plante, il faut rajouter tel type d'engrais ou des choses comme ça. Donc, j'aimerais faire une application comme ça pour pouvoir justement aider les paysans de mon pays, par exemple, qui n'ont pas accès à de la haute technologie. Donc, voilà un projet sur lequel je travaille encore. D'accord, très, très intéressant. Et dernière question de chez Dernière, c'est en dehors de la data, qu'est-ce que tu aimes? Oula. En toute franchise, j'aime beaucoup dormir. Vraiment, c'est presque une passion pour moi. Je dors beaucoup, Alors, c'est pas bon pour mes autres projets parce que c'est du temps qui est bouffé. Tout à fait. Par rapport à ça, mais une autre chose que j'aime aussi, c'est de la lecture, faire de la lecture. Je me souviens quand j'étais petit, j'étais arrivé à un moment où le bibliothécaire de mon quartier me demandait est-ce que moi je pars à l'école? Parce que je partais à la bibliothèque prendre un livre le matin. Je l'avais fini l'après-midi, je lui ramenais. Donc, il me demandait est-ce que je faisais autre chose, est-ce que j'allais à l'école même, parce que j'étais passionné par la lecture. Pour la petite anecdote, généralement, quand les papas voyagent en Afrique, tu vois, peut-être c'est le cas ici aussi, ils amènent des petits jouets, voilà, des jouets, des petits robots, des petites voitures. Moi, mon père, quand il voyageait, il me ramenait des livres. D'accord, assez particulier. C'est peut-être ce qui a fait aussi un peu que je sois casanier, que j'aime beaucoup rester à la maison. Et donc voilà, c'est peut-être la lecture qui serait ma deuxième passion. Ouais. D'accord, très intéressant. Merci Mamadou pour cet échange. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Et, on espère te revoir sur d'autres épisodes. Plaisir partagé. Merci à toi. Merci à tous ceux qui nous écoutent et n'oubliez pas de liker cette page, n'oubliez pas de la partager et de faire grandir avec nous. Merci à Data Corée de l'avoir sponsorisé. On se retrouve sur un autre épisode. Bye. Ciao.